Le 2 août 1100, dans les profondeurs de la New Forest du Hampshire, une flèche traverse le cœur du roi d'Angleterre Guillaume II. Cette mort brutale clôt le règne du monarque le plus scandaleux d'Europe médiévale. Un homme aux cheveux de feu qui terrorisait l'Église s'entourait de favoris efféminés et périra dans une forêt maudite qui avait déjà réclamé plusieurs vies de sa famille. Guillaume naît vers 1060 en Normandie, troisième fils du redoutable Guillaume le Conquérant et de Mathilde de Flandre. Dans l'ordre de succession féodale, Robert Courteheuse hérite du duché normand comme aîné. Richard reçoit des terres en apanage. Guillaume, lui, ne devrait rien recevoir. Son père le confie au moine érudit Lanfranc, abbé de l'abbaye, aux hommes de camp. Cette décision révèle les intentions paternelles, faire de Guillaume un homme d'église. Le surnom Le Roux vient de sa chevelure flamboyante et de son teint rougeâtre qui le distingue de ses frères. Les contemporains le décrivent comme un enfant vigoureux mais impulsif, doté d'une intelligence vive et d'un humour souvent cruel. Contrairement à Robert qui multiplie les rébellions contre l'autorité paternelle, Guillaume manifeste une loyauté absolue envers Guillaume le Conquérant. Entre 1069 et 1075, Richard trouve mystérieusement la mort. Cet événement bouleverse la succession ducale et rappelle Guillaume aux côtés de son père. Fini les études monastiques, place à l'apprentissage des armes. Guillaume excelle rapidement dans l'art de la guerre et devient le bras armé le plus fiable du conquérant. Septembre 1087. Guillaume le Conquérant agonise au prieuré de Saint-Gervais près de Rouen après une blessure reçue lors du siège de Mantes. Sur son lit de mort, il divise ses possessions selon la coutume féodale. Robert reçoit la Normandie, patrimoine ancestral des ducs. Guillaume hérite de l'Angleterre, fruit de la conquête de 1066. Henri Beauclerc, le Benjamin, ne reçoit qu'une somme d'argent considérable mais aucune terre. Cette partition crée immédiatement une situation explosive. Les barons anglo-normands possèdent des domaines des deux côtés de la Manche. Ils doivent maintenant choisir entre deux seigneurs différents, situation intenable qui débouchera sur des conflits permanents. Guillaume se précipite vers l'Angleterre dès l'annonce de la mort paternelle. Il atteint Winchester en quelques jours, s'empare du trésor royal et contrôle immédiatement les leviers du pouvoir. Le 26 septembre 1087, Lanfranc le couronne roi d'Angleterre à Westminster. Cette rapidité surprend, mais s'explique par l'urgence. Robert pourrait contester l'héritage anglais. Dès le printemps 1088, la situation explose. Une coalition de barons menée par Odon de Bayeux, demi-frère du conquérant, se soulève pour réunir l'Angleterre et la Normandie sous Robert Courteheuse. Les rebelles contrôlent des châteaux stratégiques, Rochester, Bristol, Bath, Worcester. Guillaume riposte avec une brutalité qui glace ses contemporains. Il assiège Rochester pendant des semaines, affamant littéralement les défenseurs. Quand la garnison capitule, il fait pendre les meneurs et confisque toutes leurs terres. À Bristol, le siège dure des mois. Guillaume fait construire un contre-château face à la forteresse rebelle et attend. La famine décime les assiégés. Cette campagne révèle la personnalité de Guillaume, implacable avec ses ennemis, généreux avec ses fidèles. Les barons qui restent loyaux reçoivent les terres confisquées aux rebelles. Guillaume comprend qu'en Angleterre, il doit s'appuyer sur une nouvelle noblesse entièrement dépendante de sa faveur. Contrairement à son père qui déléguait beaucoup, Guillaume reste constamment présent dans son royaume. Cette surveillance permanente écrase psychologiquement ses sujets mais garantit une obéissance absolue. Les grandes assemblées de Noël et de Pâques deviennent des démonstrations de puissance où Guillaume exhibe sa richesse et son autorité. Pour financer ses ambitions et ses guerres permanentes, Guillaume s'appuie sur Rainulf Flambard, un clerc de basse extraction devenu son principal ministre. Flambard développe un système fiscal d'une efficacité redoutable qui vide méthodiquement les poches de la noblesse et du clergé. Flambard utilise le Domesday Book, inventaire complet des terres anglaises, réalisé sous Guillaume le Conquérant,
pour calculer au penny près les revenus de chaque domaine. Il invente de nouveaux impôts, aide au mariage des filles royales, contributions pour les expéditions militaires, taxes sur les successions nobiliaires. Chaque prétexte devient source de revenus. Le système des reliefs rapporte des fortunes colossales. Quand un baron meurt, ses héritiers doivent payer une somme énorme pour récupérer leurs terres. Flambard fixe ces montants de manière arbitraire, ruinant les familles récalcitrantes. Les veuves nobles doivent payer pour ne pas être remariées, de force ou verser davantage pour épouser qui elles veulent. Cette pression fiscale incessante génère des revenus fantastiques. Guillaume accumule plus d'or que tous ses prédécesseurs réunis. Ses coffres débordent de métal précieux qui lui permet d'acheter des alliances en Normandie et de financer ses campagnes militaires permanentes. Quand Lanfranc meurt en 1089, Guillaume refuse obstinément de nommer un successeur à Canterbury. Pendant 4 années, il empoche personnellement tous les revenus de l'archevêché le plus riche d'Angleterre. Cette pratique s'étend rapidement. Guillaume laisse vacants évêchés et abbayes pour s'enrichir de leurs revenus. En 1093, Guillaume tombe gravement malade à Gloucester. Persuadé qu'il agonise, ses conseillers le supplient de faire amende honorable. Guillaume promet de se réformer, libère des prisonniers, réduit certains impôts et nomme enfin Anselme archevêque de Canterbury. Mais dès qu'il se rétablit, Guillaume renie cyniquement toutes ses promesses. Le conflit avec Anselme éclate rapidement. Ce moine italien, disciple de la réforme grégorienne, refuse catégoriquement de reconnaître l'autorité royale sur les nominations ecclésiastiques. Guillaume exige qu'Anselme lui rende hommage comme n'importe quel baron. Anselme invoque l'autorité pontificale et refuse de plier. Cette guerre d'autorité tourne à l'avantage de Guillaume. Il interdit à Anselme de quitter l'Angleterre, confisque ses revenus et harcèle ses partisans. En 1097, excédé par cette résistance, Guillaume exile purement et simplement l'archevêque. Anselme s'enfuit vers Rome, où il devient le symbole de la résistance ecclésiastique à la tyrannie royale. Les chroniqueurs monastiques, unanimement hostiles à Guillaume, décrivent un roi impie qui bafoue systématiquement les lois divines. Orderic Vital rapporte qu'il interrompt les sermons par des plaisanteries grivoises, arrive en retard aux offices et traite les évêques comme ses domestiques. Cette image d'impiété marque durablement la réputation posthume de Guillaume. Guillaume ne se marie jamais et n'a aucun enfant légitime connu. Cette situation unique pour un roi chrétien de l'époque alimente immédiatement les ragots les plus sulfureux dans toute l'Europe. Le roi s'entoure d'un cercle restreint de jeunes nobles qu'il comble de faveurs extraordinaires. Ses favoris adoptent une mode vestimentaire qui scandalise profondément l'opinion. Cheveux longs ondulés qui descendent jusqu'aux épaules, vêtements de couleurs vives brodés d'or, bijoux précieux et parfums orientaux. Leurs tuniques traînent au sol et leurs chaussures à bout pointus atteignent des longueurs si ridicules qu'elles gênent la marche. Ces hommes n'ont aucun titre héréditaire, mais Guillaume leur offre terre, château et postes stratégiques. Ils mangent à la table royale, dorment dans la chambre du roi et l'accompagnent dans tous ses déplacements. Cette intimité choque une société où les rapports entre hommes obéissent à des codes stricts. Les favoris participent aux bains royaux, pratique scandaleuse importée d'Orient qui horrifie les moines anglo-saxons. Guillaume fait construire des étuves luxueuses dans ses palais où il se baigne en compagnie de ses mignons, pratique assimilée par l'Église à de la débauche orientale. Cette cour efféminée tranche brutalement avec les traditions guerrières de la noblesse normande. Les vieux barons, habitués à la rudesse militaire, observent avec dégoût ces jeunes élégants qui privilégient la mode sur les armes. Cette révolution des mœurs divise profondément l'aristocratie anglaise. Les chroniqueurs de l'époque accusent explicitement Guillaume d'entretenir des relations homosexuelles avec ses favoris. Orderic Vital écrit sans ambiguïté qu'il n'eut point d'épouse légitime, mais se livrait à un obscène libertinage et à de fréquentes liaisons infâmes. Guillaume de Malmesbury note que sa garde-robe trop efféminée constitue une preuve évidente de son homosexualité. Ces accusations reposent sur plusieurs indices troublants.
Guillaume refuse obstinément le mariage malgré les pressions constantes de ses conseillers. Aucune maîtresse officielle n'est jamais identifiée. Le roi manifeste une indifférence totale envers les femmes nobles qui gravitent autour de sa cour. En 1093, pendant sa maladie, Guillaume promet effectivement de prendre épouse et ses envoyés négocient même avec Mathilde d'Écosse. Mais dès qu'il se rétablit, Guillaume abandonne mystérieusement ce projet matrimonial pourtant avantageux politiquement. Cependant, aucun favori particulier n'est clairement identifié comme amant royal par les sources contemporaines. Les principaux compagnons de Guillaume sont des guerriers reconnus pour leur hétérosexualité. Cette contradiction alimente les débats entre historiens modernes. L'historien Frank Barlow envisage que Guillaume était accro à toutes sortes de vices, en particulier le sexe, notamment la sodomie. Cette interprétation fait de Guillaume un libertin omnivore plutôt qu'un homosexuel exclusif. Pendant que Guillaume consolide son pouvoir en Angleterre, Robert Courteheuse se révèle être un dirigeant catastrophique en Normandie. Faible, velléitaire et constamment à court d'argent, il perd rapidement le contrôle de son duché. Les barons normands profitent de cette faiblesse pour guerroyer entre eux sans contrainte. Le duché sombre dans l'anarchie féodale la plus complète. Les châtelains se comportent en seigneurs indépendants, levant leurs propres armées et menant leurs guerres privées. Guillaume observe cette décomposition avec satisfaction. Il développe une stratégie redoutable, acheter littéralement la loyauté des seigneurs normands. Ses coffres, remplis grâce à l'oppression fiscale anglaise, lui permettent de corrompre à grande échelle. Un à un, les châteaux normands ouvrent leurs portes aux agents de Guillaume. Les barons endettés acceptent ses pensions en échange de leur fidélité. Robert assiste impuissant à l'effritement de son autorité ducale. En 1091, les deux frères signent le traité de Caen qui règle temporairement leurs différends. Ils se reconnaissent mutuellement et se désignent comme héritiers, excluant totalement Henri Beauclerc. Mais cette alliance ne dure pas. Dès 1093, Robert dénonce le traité et reprend les hostilités. La guerre reprend avec une violence accrue. Guillaume multiplie les raids depuis ses places fortes normandes. Ses troupes dévastent systématiquement les terres de Robert, ruinant l'économie ducale. Cette stratégie de terre brûlée pousse Robert au désespoir. Henri Beauclerc, le Benjamin, mène une existence précaire entre l'Angleterre et la Normandie. Sans patrimoine héréditaire, il doit se créer un domaine par la force ou la ruse. Guillaume lui accorde le Cotentin, mais Robert le lui reprend rapidement par les armes. Cette précarité forge le caractère exceptionnel d'Henri. Intelligent, patient et calculateur, il apprend à naviguer entre ses frères ennemis en jouant constamment l'un contre l'autre selon ses intérêts. Il développe méthodiquement son propre réseau de fidèles tout en gardant profil bas. Henri participe aux campagnes de Guillaume en Angleterre et aux expéditions de Robert en Normandie. Cette double expérience lui donne une connaissance inégalée des deux territoires et de leurs élites. Il observe, mémorise et prépare son avenir. Les relations entre les trois frères se détériorent constamment. Un incident révélateur survient vers 1078 au château de l'Aigle. Guillaume et Henri s'amusent à vider un pot de chambre sur Robert qui passe dans la cour. Humilié devant ses hommes, Robert remonte furieux et une bagarre générale éclate où Robert blesse Guillaume à la cuisse. Cet épisode illustre l'ambiance délétère qui empoisonne la famille royale. Aucune affection fraternelle ne subsiste entre ces princes qui ne songent qu'à s'entretuer pour récupérer l'héritage paternel dans son intégralité. Guillaume mène de nombreuses expéditions pour étendre sa domination. En 1091, il envahit l'Écosse avec une armée considérable. Malcolm III, roi d'Écosse, capitule sans combattre et accepte de rendre hommage à Guillaume. Cette soumission garantit une paix durable sur la frontière nord de l'Angleterre. Quand Malcolm tente de reprendre son indépendance en 1093, Guillaume riposte immédiatement. Il soutient Edgar, fils de Malcolm, contre Donald III, qui a usurpé le trône écossais. Cette intervention permet d'installer un roi fantoche à Édimbourg
étendant de facto l'influence anglaise sur l'Écosse. Au pays de Galles, Guillaume poursuit systématiquement la conquête commencée par son père. Il établit des châteaux frontières et soutient financièrement les seigneurs normands qui grignotent le territoire gallois. Ses expéditions sont méthodiques et impitoyables. À partir de 1097, Guillaume se lance dans la reconquête du Maine. Cette région stratégique entre Normandie et Anjou avait échappé au contrôle normand sous Robert Courteheuse. Guillaume assiège le Mans pendant des mois, affamant la population civile. Quand la ville capitule, Guillaume fait démolir les tours de la cathédrale en construction pour humilier le clergé local. Il capture l'évêque Hildebert de Lavardin, poète renommé qui avait osé critiquer la tyrannie royale, et l'emmène prisonnier en Angleterre. La reconquête du Maine révèle la cruauté systématique de Guillaume. Ses troupes massacrent les garnisons qui résistent, violent les femmes et pillent méthodiquement les églises. Cette brutalité choque même une époque habituée à la violence militaire. Guillaume attaque aussi le Vexin français, territoire disputé avec Philippe Ier de France. Cette région contrôle la route entre Paris et la Normandie. Enjeu stratégique majeur. Guillaume lance des raids destructeurs jusqu'aux portes de la capitale capétienne. Ses troupes dévastent systématiquement la campagne francilienne, brûlant les récoltes et massacrant les paysans. Philippe Ier, roi faible et obèse, ne peut opposer de résistance efficace à ces incursions anglaises. Guillaume humilie publiquement la royauté française. Pour consolider ses conquêtes, Guillaume fait construire la puissante forteresse de Gisors à la frontière Normandie française. Cette place forte commande tous les passages entre les deux royaumes et symbolise la supériorité militaire anglaise. Ses succès militaires renforcent le prestige de Guillaume dans toute l'Europe. Les princes continentaux découvrent avec stupeur qu'un roi insulaire peut défier victorieusement le royaume de France. Cette révolution géopolitique annonce la future puissance des Plantagenets. En 1096, Urbain II prêche la première croisade au concile de Clermont. Robert Courteheuse, comme beaucoup de nobles européens, prend immédiatement la croix. Cette décision catastrophique pour la Normandie fait le bonheur de Guillaume. Robert a désespérément besoin d'argent pour financer l'expédition en Terre Sainte. L'équipement d'un contingent ducal coûte une fortune. Armes, chevaux, vivres, transport maritime. Robert ne possède pas ces sommes colossales. Guillaume saisit immédiatement l'opportunité historique qui s'offre à lui. Il propose à Robert un prêt de 10 000 marcs d'argent, somme énorme, en échange de la Normandie mise en gage pendant toute la durée de la croisade. Robert, aveuglé par son enthousiasme religieux et son incapacité financière chronique, accepte cette transaction suicidaire. Il signe un acte qui fait de Guillaume le maître de facto du duché normand pour une durée indéterminée. Septembre 1096. Robert quitte la Normandie à la tête de son contingent. Guillaume devient immédiatement duc de Normandie par procuration. Pour la première fois depuis 1087, l'Angleterre et la Normandie sont réunies sous une autorité unique. Guillaume savoure ce triomphe politique. Sans verser une goutte de sang, il a récupéré l'héritage paternel dans son intégralité. Robert s'est éliminé lui-même de l'échiquier européen par sa naïveté politique. Guillaume s'installe immédiatement en Normandie avec une administration efficace. Il nomme des bailleurs fidèles dans tous les châteaux ducaux et purge l'entourage de Robert. Les partisans de l'ancien duc sont écartés ou ralliés par la corruption. Cette réunification permet à Guillaume de développer une grande stratégie européenne. Il dispose maintenant des ressources anglaises et normandes pour défier tous ses voisins continentaux. Ses ambitions territoriales n'ont plus de limites. Guillaume relance immédiatement l'offensive contre le Maine et le Vexin. Ses campagnes de 1098-1100 sont particulièrement destructrices. Il assiège méthodiquement tous les châteaux angevins du Maine et capétiens du Vexin, les prenant un à un. Cette domination anglo-normande inquiète profondément Philippe Ier de France. Le roi capétien découvre que Guillaume contrôle maintenant plus de territoire que lui-même. Cette supériorité anglaise bouleverse l'équilibre géopolitique français.
Guillaume projette même d'acheter la couronne de France à Philippe Ier, roi endetté et militairement faible. Cette ambition révèle l'ampleur de ses projets. Devenir empereur d'Occident en contrôlant l'Angleterre, la Normandie et la France. La New Forest, créée par Guillaume le Conquérant en 1079, couvre 36 paroisses du Hampshire. Pour établir cette réserve de chasse royale, le Conquérant avait expulsé brutalement des milliers de paysans, détruisant leurs villages et leurs églises. Cette création avait soulevé une indignation générale. Les populations locales considèrent cette forêt comme maudite, fruit d'une injustice criante. Les prêtres dénoncent en chair la profanation de terres consacrées transformées en terrain de plaisir royal. Étrangement, la famille royale semble particulièrement vulnérable dans cette forêt. Vers 1070, Richard, frère aîné de Guillaume le Roux, y trouve une mort mystérieuse lors d'une chasse. Les circonstances exactes ne sont jamais élucidées. En mai 1099, soit un an avant la mort de Guillaume, Richard le Bâtard y périt dans des conditions troublantes. Ce neveu de Guillaume, fils illégitime de Robert Courteheuse, participe à une chasse royale quand une flèche l'abat mystérieusement. Ces morts répétées alimentent les superstitions populaires. Les paysans évoquent une malédiction divine, vengeance des victimes expulsées. L'Église voit dans ces accidents la punition des impies qui ont profané la terre sacrée. Malgré ces présages sinistres, Guillaume continue de chasser régulièrement dans la New Forest. Il y organise de grandes battues où il invite l'élite anglo-normande. Ces parties de chasse sont aussi des démonstrations politiques où Guillaume exhibe sa puissance. Ce jeudi 2 août 1100, Guillaume organise une grande partie de chasse au cerf dans la New Forest. L'invitation concerne ses plus proches compagnons, Henri Beauclerc, Gauthier Tirel et plusieurs nobles français. La météo est parfaite, les cerfs abondants. Gauthier de Tirel, seigneur de Poix en Picardie, est un familier de Guillaume. Excellent archeur et chasseur expérimenté, il accompagne régulièrement le roi dans ses expéditions cynégétiques. Tirel a épousé Adelise de Clare, ce qui l'apparente à une famille influente de l'aristocratie anglo-normande. La matinée se déroule selon le protocole habituel. Les chasseurs se dispersent dans la forêt en petits groupes, chacun accompagné de rabatteurs et de chiens. Guillaume et Tirel partent ensemble vers un secteur isolé où les cerfs sont signalés nombreux. Le groupe royal comprend aussi Henri Beauclerc, qui chasse dans un secteur voisin. Cette présence simultanée des deux frères dans la forêt alimentera plus tard les théories conspiratrices. Henri était-il au courant d'un plan d'assassinat? Vers midi, Guillaume et Tirel se retrouvent seuls dans une clairière, leurs compagnons ayant poursuivi d'autres proies. Cette solitude, inhabituelle lors des chasses royales, paraîtra suspecte aux enquêteurs ultérieurs. En fin d'après-midi, un cerf traverse la clairière à portée de tir. Selon la version officielle, Tirel bande son arc et vise l'animal. Sa flèche ricoche sur un chêne et frappe Guillaume en plein cœur. Le roi s'effondre instantanément, mort sur le coup. Tirel, réalisant l'ampleur du drame, panique totalement. Plutôt que de porter secours au roi ou d'appeler à l'aide, il s'enfuit immédiatement. Cette réaction incompréhensible alimente aussitôt les soupçons les plus graves. Tirel court jusqu'à son cheval, saute en selle et galope vers la côte. En quelques heures, il atteint un port et embarque pour la France. Cette fuite précipitée vers ces terres picardiennes évoque davantage un criminel en cavale qu'un chasseur accidentel. L'absence de Tirel, au moment de la découverte du corps royal, aggrave encore sa position. Aucun témoin ne peut confirmer sa version des faits. Cette carence testimoniale nourrit immédiatement les théories d'assassinat prémédité. Réfugié en Picardie, Tirel clame son innocence, mais refuse de retourner en Angleterre pour s'expliquer. Cette attitude défensive renforce les soupçons de culpabilité. Un innocent n'aurait-il pas cherché à se justifier? Le corps de Guillaume gît plusieurs heures dans la clairière avant d'être découvert. Cette solitude troublante contraste avec l'usage habituel. Lors des chasses royales, le roi ne reste jamais seul longtemps.
Un charbonnier local nommé Perkis découvre finalement le cadavre royal vers le soir. Guillaume repose sur le dos, une flèche plantée dans la poitrine, les yeux fixes. La mort a été instantanée, la flèche a transpercé le cœur. Perkis charge le corps sur sa charrette rustique et se dirige vers Winchester. Cette image du roi d'Angleterre ballotté sur une carriole de paysans frappe violemment les témoins. Le sang royal dégoutte sur le chemin, laissant une traînée macabre. À Winchester, la nouvelle de la mort royale se répand comme une traînée de poudre. Stupéfaction générale. Le roi le plus puissant d'Europe a péri d'un accident de chasse. Cette mort absurde paraît invraisemblable. Le corps est examiné sommairement par les médecins de la cour. La flèche a effectivement transpercé le poumon et le cœur, causant une hémorragie massive et une mort quasi instantanée. Aucune autre blessure n'est constatée. Henri Beauclerc, présent dans la forêt au moment du drame, réagit avec une rapidité stupéfiante qui révèle une préparation de longue date. Dès l'annonce de la mort de Guillaume, il galope vers Winchester, où se trouve le trésor royal. Henri devance tous ses rivaux potentiels et s'empare de l'or anglais avant que quiconque puisse réagir. Cette mainmise sur les finances royales lui donne immédiatement un avantage décisif dans la course au trône. Le 5 août, soit seulement 3 jours après la mort de Guillaume, Henri se fait couronner roi d'Angleterre à Westminster. Cette précipitation extraordinaire brise tous les protocoles. Habituellement, un couronnement nécessite des semaines de préparation. Henri justifie cette hâte par l'urgence politique. Robert Courteuse revient de Terre Sainte et pourrait revendiquer le trône anglais comme aîné de la famille. En se faisant couronner immédiatement, Henri place le royaume devant le fait accompli. Cette stratégie fonctionne parfaitement. Les barons anglais, surpris par la rapidité d'Henri, acceptent son couronnement sans résistance majeure. Quand Robert débarque en Angleterre quelques mois plus tard, il est trop tard. La mort de Guillaume suscite immédiatement des interrogations troublantes. Trop d'éléments paraissent suspects. La fuite de Tyrrell, la rapidité d'Henri à s'emparer du pouvoir, l'absence de témoins directs de l'accident. Plusieurs historiens médiévaux et modernes soupçonnent un assassinat organisé par Henri. Le Benjamin des fils du conquérant avait tout à gagner de la mort de Guillaume. Sans héritier direct, Guillaume laissait le trône vacant pour le premier qui saurait le saisir. La famille de Clare, alliée d'Henri par de multiples mariages, aurait pu fournir l'assassin en la personne de Tyrrell. Gendre de Richard de Clare, Tyrrell entretenait des liens étroits avec les partisans d'Henri. Il aurait servi d'exécuteur tout en préservant les apparences d'innocence d'Henri. Cette théorie s'appuie sur plusieurs indices troublants. Henri était présent dans la forêt, permettant une coordination parfaite du complot. Tyrrell possédait les compétences archéristiques nécessaires pour réussir un tir mortel à distance précise. La fuite immédiate de Tyrrell vers la France évoque une extraction planifiée plutôt qu'une panique spontanée. Un assassin professionnel aurait organisé sa sortie du territoire avant de frapper. Réfugié en France, Gauthier Tyrrell nie énergiquement toute responsabilité dans la mort royale. Il jure à plusieurs reprises devant l'abbé Sugère de Saint-Denis qu'il n'était même pas dans le même secteur de la forêt que Guillaume au moment du drame. Suger, chroniqueur respecté et ami de Louis VI de France, rapporte ces dénégations avec conviction. Selon l'abbé, Tyrrell était en sécurité totale quand il prononçait ses serments. Il n'avait aucune raison de mentir puisqu'aucune menace ne pesait sur lui en territoire français. Cette version contradictoire complique singulièrement l'enquête historique. Soit Tyrrell ment pour sauver sa réputation, soit Guillaume de Malmesbury et les autres chroniqueurs désignent un bouc émissaire commode pour couvrir le vrai coupable. L'absence d'enquête officielle approfondie à l'époque paraît étrange pour la mort d'un roi. Cette carence investigatrice suggère que des intérêts puissants préféraient étouffer l'affaire plutôt que de révéler la vérité. Une troisième théorie évoque une vengeance populaire contre Guillaume. Le roi était profondément haï des populations locales pour la création brutale de la New Forest et sa tyrannie fiscale générale. Un braconnier en colère aurait pu guetter Guillaume dans la forêt et profiter de l'isolement du roi pour l'abattre. Les lois forestières de l'époque punissaient le braconnage de mutilations atroces, arrachage des yeux, amputation des mains.
Cette cruauté avait alimenté une haine farouche contre Guillaume. La flèche perdue de Tyrrell aurait servi de couverture parfaite à ce crime populaire. L'assassin anonyme disparaît dans la nature tandis que Tyrrell endosse malgré lui la responsabilité de l'accident. Cette théorie expliquerait pourquoi Tyrrell clame son innocence avec tant de véhémence. Guillaume est enterré dès le lendemain, 3 août, dans le cœur de l'ancienne cathédrale de Winchester. Cette hâte inhabituelle surprend tous les observateurs. Aucune cérémonie solennelle n'est organisée, aucun deuil national décrété. Cette précipitation funéraire tranche avec les usages royaux. Normalement, les obsèques d'un roi nécessitent des semaines de préparation, embaumement, exposition, cortège, messe. Guillaume disparaît en 24 heures comme un simple particulier. Les chroniqueurs de l'époque voient dans cette mort brutale un châtiment divin pour les péchés royaux. Orderic Vital écrit que Dieu a puni l'obscène libertinage de Guillaume. Cette interprétation providentielle satisfait l'Église, mais évite soigneusement toute enquête approfondie. Le tombeau de Guillaume sera détruit lors de la Réforme protestante au XVIe siècle. Cette destruction efface définitivement les dernières traces physiques du roi scandaleux, comme si l'Angleterre voulait oublier ce règne sulfureux. Henri Beauclerc déploie immédiatement une stratégie politique remarquable pour légitimer son coup de force. Le 5 août, jour de son couronnement, il proclame une charte des libertés qui annule les exactions fiscales de Guillaume et promet de restaurer les bonnes lois d'Édouard le Confesseur. Cette charte révolutionnaire séduit immédiatement la noblesse opprimée par Rainulf Flambard. Henri promet de ne plus abuser des droits féodaux, de respecter les héritages et de cesser les extorsions financières. Ces concessions achètent la fidélité des barons anglais. Henri épouse stratégiquement Mathilde d'Écosse le 11 novembre 1100. Cette union unit le sang normand à la lignée anglo-saxonne d'Édouard le Confesseur, réconciliant symboliquement conquérant et conquis. Henri se présente comme le roi de tous les Anglais. Rainulf Flambard, symbole détesté de la tyrannie, fiscal de Guillaume, est immédiatement emprisonné à la Tour de Londres. Cette arrestation spectaculaire prouve la rupture d'Henri avec les méthodes de son frère. Flambard s'évadera quelques mois plus tard et fuira vers la Normandie. Robert débarque en Normandie en septembre 1100, auréolé de gloire militaire. Sa participation héroïque à la prise d'Antioche et de Jérusalem en fait un héros de la chrétienté. Cette réputation guerrière contraste avec l'image du duc incompétent parti en 1096. Robert découvre avec stupeur qu'Henri a usurpé le trône anglais. Selon les lois féodales, l'aîné devrait hériter de tous les domaines paternels. Robert considère Henri comme un usurpateur illégitime qu'il faut châtier. L'été 1101, Robert envahit l'Angleterre avec une armée franco-normande. Henri, malgré sa préparation, manque d'être renversé. Plusieurs barons anglais rallient Robert, considérant sa cause plus légitime. La bataille semble perdue pour Henri. Mais Henri déploie son arme secrète, l'or anglais. Il corrompt méthodiquement les barons de Robert, leur offrant des sommes fabuleuses pour trahir leur seigneur. Cette stratégie de corruption massive divise l'armée de Robert. Le traité d'Alton 1101 entérine la victoire d'Henri. Robert reconnaît son frère comme roi d'Angleterre en échange d'une pension annuelle considérable. Cette transaction révèle l'incapacité financière chronique de Robert face à la richesse d'Henri. Henri ne se contente pas de cette victoire défensive. Il projette de récupérer la Normandie et de réunir définitivement l'héritage paternel. Cette ambition déclenche une guerre fratricide impitoyable qui durera 5 ans. Henri développe la même stratégie qu'en Angleterre. Corruption massive des barons normands. Ses agents distribuent l'or anglais dans tout le duché, achetant châteaux et fidélité. Robert assiste impuissant à l'effondrement de son autorité. La campagne de 1105-1106 révèle le génie militaire d'Henri. Il conquiert méthodiquement la Normandie château par château, exploitant brillamment les divisions entre barons normands.
Sa progression ressemble davantage à une promenade militaire qu'à une conquête. Le 28 septembre 1106, l'armée de Robert est écrasée à la bataille de Tinchebray. Cette victoire décisive fait d'Henri le maître incontesté de l'Angleterre et de la Normandie. Robert, capturé, finira ses jours prisonnier au château de Cardiff. Cette réunification anglo-normande réalise le rêve de Guillaume le Roux. Henri accomplit ce que son frère n'avait pu achever, ironiquement, grâce à la mort mystérieuse de ce dernier dans la New Forest. Guillaume le Roux règne 13 ans sur l'Angleterre, de 1087 à 1100. Son bilan divise profondément les contemporains et les historiens modernes. Les chroniqueurs ecclésiastiques dressent un portrait accablant du roi, impie, débauché et tyrannique. Pourtant, Guillaume consolide remarquablement l'œuvre de son père. Il mate définitivement la résistance anglo-saxonne, centralise l'administration royale et enrichit considérablement la couronne. Son système fiscal, bien qu'impopulaire, donne à l'Angleterre les moyens de ses ambitions européennes. 16. Construction marque durablement le paysage anglais. La grande salle du palais de Westminster, achevée en 1097, mesure 73 mètres de longueur sur 20 de largeur. Elle demeure la plus grande structure de ce type en Europe pendant des siècles, démonstration architecturale de la puissance retrouvée du royaume. Guillaume impose une étiquette de cour raffinée qui influence l'aristocratie européenne. Ses favoris, malgré les scandales, introduisent des codes vestimentaires et comportementaux qui se répandent dans toute la noblesse continentale. Son règne préfigure la future grandeur des Plantagenets. En réunissant temporairement l'Angleterre et la Normandie, Guillaume pose les bases de l'empire continental que construiront Henri II et ses successeurs. Près de 1000 ans après sa mort, Guillaume le Roux demeure une énigme historique fascinante. Roi puissant mais universellement haï, guerrier courageux mais moralement douteux, il incarne toutes les contradictions de son époque brutale. Sa sexualité reste un mystère complet. Les accusations d'homosexualité reposent sur des indices troublants mais non probants. L'absence de mariage et de descendance légitime dans une époque obsédée par la continuité dynastique paraît suspecte. Sa mort dans la New Forest clôt dramatiquement un règne tumultueux. Accident de chasse, crime politique ou vengeance populaire, les historiens débattent encore passionnément de la vérité. Cette incertitude entretient la légende noire du roi Roux. Les circonstances exactes du 2 août 1100 ne seront probablement jamais élucidées. Les témoignages contradictoires, l'absence d'enquête contemporaine et la destruction du tombeau royal effacent définitivement les preuves. La mort de Guillaume bouleverse l'équilibre européen pour des siècles. Henri Ier règne 35 ans, de 1100 à 1135, apportant la stabilité que Guillaume n'avait jamais réussi à créer. Ce règne long et prospère transforme l'Angleterre en puissance continentale majeure. En éliminant Robert Courteheuse, Henri supprime définitivement la division anglo-normande. Cette réunification territoriale crée les conditions de la future expansion Plantagenet sous Henri II et ses fils. L'ironie historique veut qu'Henri, le Benjamin sans terre, devienne le plus grand des trois frères. Sa patience et son intelligence politique triomphent de la force brutale de Guillaume et de l'incompétence de Robert. La charte des libertés d'Henri inspire directement la grande charte de 1215. Les concessions arrachées par la noblesse à Jean sans terre reprennent les promesses d'Henri après son usurpation. Guillaume contribue ainsi involontairement au fondement de la liberté constitutionnelle anglaise. Guillaume le Roux inspire de nombreuses œuvres littéraires au fil des siècles. Sa mort mystérieuse alimente romans historiques et théories conspirationnistes. La New Forest devient un lieu légendaire associé aux malédictions royales. Walter Scott évoque Guillaume dans plusieurs romans, dépeignant un tyran cruel finalement, châtié par la Providence. Cette image romantique du roi maudit séduit le 19e siècle amateur de châtiments divins. Les historiens victoriens, moralistes et protestants accablent Guillaume de tous les péchés. Sa prétendue homosexualité et son anticléricalisme en font un repoussoir parfait pour une époque puritaine et dévote. Le XXe siècle nuance ce portrait manichéen.
Les historiens modernes reconnaissent les qualités administratives et militaires de Guillaume tout en condamnant ses excès personnels. Cette révision historiographique rend justice à un roi longtemps calomnié. Les fouilles archéologiques modernes dans la New Forest révèlent l'ampleur de la transformation opérée par Guillaume le Conquérant. Des villages entiers ont été rasés pour créer la réserve de chasse royale. Cette brutalité explique la haine populaire contre Guillaume le Roux. Les fouilles du palais de Westminster montrent la magnificence de la cour de Guillaume. Bijoux précieux, vaisselle d'or et tissus orientaux confirment le luxe scandaleux dénoncé par les chroniqueurs. Cette ostentation contrastait violemment avec la pauvreté générale. L'analyse des squelettes médiévaux révèle l'impact de la fiscalité de Guillaume sur les populations. Malnutrition et surmortalité témoignent de l'oppression subie par les classes populaires. Ces découvertes scientifiques corroborent les accusations de tyrannie. Les restes de l'ancienne cathédrale de Winchester, où fut enterré Guillaume, ne livrent aucun secret. La destruction protestante du XVIe siècle a effacé toute trace du tombeau royal. Cette disparition symbolise l'effacement volontaire d'un règne embarrassant. La New Forest moderne attire des milliers de touristes fascinés par l'histoire du roi Roux. Des plaques commémoratives marquent les lieux supposés de sa mort, alimentant un tourisme historique florissant. Les descendants de Purkis, le charbonnier qui découvrit le corps royal, vivent encore dans la région. Ils perpétuent fièrement le souvenir de leur ancêtre qui transporta un roi mort sur sa charrette. Cette continuité familiale illustre la permanence de la mémoire populaire. La forêt garde ses mystères millénaires. Promeneurs et historiens scrutent les chaînes centenaires en imaginant la scène fatale du 2 août 1100. Cette quête de la vérité historique entretient le mythe de Guillaume le Roux. Les cerfs abondent toujours dans la forêt, descendants lointains de ceux que chassait Guillaume. Cette continuité naturelle crée un lien poétique entre le présent et ce passé dramatique qui a marqué l'histoire européenne. Guillaume II le Roux reste l'un des souverains les plus controversés de l'histoire anglaise. Personnage complexe et contradictoire, il fascine autant qu'il dérange par ses excès et ses mystères. Sa mort violente dans la New Forest symbolise parfaitement son règne. Brutal, mystérieux et lourd de conséquences. Cette fin dramatique clôt 13 années de scandales qui ont choqué l'Europe chrétienne. L'énigme de sa sexualité, les circonstances troubles de sa mort et l'ampleur de sa tyrannie en font une figure historique inoubliable. Guillaume le Roux incarne à lui seul la violence et les passions de l'époque féodale naissante. Son héritage politique dépasse largement sa réputation personnelle. En consolidant la conquête normande et en enrichissant la couronne anglaise, il pose les bases de la future puissance des Plantagenets qui dominera l'Europe occidentale pendant 2 siècles. L'histoire se souviendra de Guillaume II comme du roi rouge qui défia Dieu, scandalisa l'Europe et mourut seul dans une forêt maudite. Son règne bref mais tumultueux illustre les dangers du pouvoir absolu exercé sans limite morale ni politique, leçon éternelle pour tous les temps.